On poursuit la journée avec plusieurs conférences consacrées à des figures féminines connues et reconnues du Musée d'archéologie nationale, Suzanne Cassou de Saint-Masturin, Françoise Henry et Dorothy Garot. Et on commence l'après-midi par une introduction à la recherche sur les femmes archéologues au Proche-Orient par Aline Tenu, qui est chargée de recherche au CNRS. Vous avez fouillé en Irak et en Syrie, me semble-t-il, et vous dirigez les recherches du Pera Magroun depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait ça. Et donc, vous nous faites l'honneur d'introduire cet après-midi consacré à ces figures de femmes archéologues qui ont beaucoup œuvré au Proche-Orient, notamment à la fin 19e, début 20e siècle. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Et je tiens moi aussi à remercier les organisateurs et les organisatrices de cette journée extrêmement stimulante qui nourrit déjà beaucoup de discussions. Alors, ce qui m'a été demandé en introduction donc, à cet après-midi, c'est de réfléchir à ce que les femmes pionnières en archéologie avaient apporté à leur discipline, d'une part, et aux femmes des générations qui leur avaient succédé. Pour répondre à cette demande, qui est passionnante, mais qui en fait n'est pas facile, eh bien, j'ai choisi quelques points particuliers qui me paraissent susceptibles de montrer la place des femmes sur le terrain, et sur le terrain que je connais le mieux, c'est-à-dire le Proche-Orient, à partir du XIXe siècle et jusqu'à la situation actuelle. Alors moi, je ne suis donc pas anthropologue, pas sociologue, ni spécialiste des questions de genre. Et les observations et remarques que je souhaite partager avec vous, elles sont directement issues de mon expérience de terrain au Proche-Orient. Dans l'introduction de cet excellent ouvrage, et vous reconnaissez ici la personne qui a été choisie pour illustrer les pionnières, c'est Dorothy Garot, eh bien, Margaret Coolroot, qui a été chargée de rédiger l'introduction, avait souligné que pour elle, dans les pionnières archéologues, en fait, il y a deux groupes. Il y a celles qui sont nées entre 1850 et 1890 et celles qui sont nées après 1890. Et les trois femmes qui vont nous être présentées cet après-midi, elles appartiennent toutes les trois au deuxième groupe, celui des femmes nées après 1890. Donc j'ai choisi de vous en présenter deux qui appartiennent au premier groupe, afin de faire vraiment un panorama de l'évolution de la place des femmes sur le terrain en Orient et d'alimenter les discussions très riches qui ont déjà commencé ce matin. Ces deux femmes, elles ont été mentionnées par Ariane Thomas ce matin. La première, c'est elle, c'est Jeanne Magre, épouse Dieulafoy. Elle est née en 1851 et elle a 19 ans quand elle épouse celui qui va être son mari pendant plus de 40 ans, Marcel Dieulafoy, que vous voyez à droite. Marcel, il est ingénieur, il a été élève à l'école polytechnique, il est ingénieur des ponts et chaussées, et son premier poste en Orient, en Algérie, lui a vraiment donné le goût de l'Orient. Et quand il revient en France pour exercer, il intègre le ministère, le service des monuments historiques, qui est dirigé par un homme, bien sûr, que vous connaissez tous, qui est Eugène Viollet-le-Duc, et qui est le mentor de Marcel à son retour en France. Jeanne et Marcel sont à peine mariés, donc en mai 70, que la guerre éclate entre la France et la Prusse. Et pour Jeanne, il est impensable d'être séparée de son époux. Elle décide de le suivre et de le suivre sur le champ de bataille. Pour ça, elle devient tireur d'élite et elle revêt un uniforme, l'uniforme des tireurs. C'est la première fois que Jeanne porte un costume masculin, et ça lui plaît beaucoup. Et ça devient en quelque sorte sa marque de fabrique, puisque Jeanne, vous la voyez ici avec des fusils sur le chantier de Suse, on va en reparler, eh bien, elle obtient très officiellement de la préfecture de police de Paris ce qu'on appelle alors un permis de travestissement. Et c'est ce document qui autorise les femmes à porter un pantalon. Il y en a très peu. On considère que dans les années 1880-90, il y a 10 femmes seulement qui sont autorisées. La plus célèbre, bien sûr, c'est l'écrivaine George Sand. Jeanne et Marcel vont faire plusieurs voyages en Orient, enfin deux. Le premier, voici le tracé à l'écran, dessiné par Jeanne, publié donc par elle. C'est un trajet de 6000 km qui les conduit en particulier en Perse, c'est-à-dire en Iran du Sud-Ouest.
En 1884, Jeanne et Marcel repartent, mais cette fois-ci, ils repartent officiellement pour le musée du Louvre, pour faire des fouilles donc à Suse, qui est indiqué par la flèche rouge. Alors Suse, c'est un site exceptionnel, c'est un site multipériode, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'il a été occupé sur une très longue durée, à partir de moins 4000 à peu près. Et Jeanne et Marcel vont donc y dégager, en particulier la Padana que vous avez tout en haut, le palais de Darius Ier. Et ils vont découvrir ces frises que l'on peut maintenant encore aujourd'hui admirer au musée du Louvre, la frise des lions et la frise des archers. Et ici, vous avez donc à gauche une photographie prise vraisemblablement par Jeanne, qui est le début de la fouille, donc ce qu'elle appelle la tranchée des immortels, puisque la frise des immortels, c'est l'autre nom de la frise des archers. Et puis à gauche, alors malheureusement la police a un peu sauté, à gauche, son journal qui a été publié, on en reparlera, et dans lequel elle décrit la manière dont elle a travaillé. Alors elle dit quel terrible souci me cause la découverte et l'enlèvement de ces émaux. Chaque bloc, brisé quelquefois en 7 ou 8 fragments, est dégagé avec la pointe du couteau, dessiné sur un papier quadrillé, déposé dans une corbeille au fond de laquelle on jette un numéro d'ordre et prend le chemin du camp. Et la manière dont elle procède, eh bien, c'est tout à fait la manière dont on procède. On fouille, on enregistre et on met un numéro, bien sûr, fondamental, et puis on envoie au camp. C'est Jeanne aussi qui organise à Paris, au musée du Louvre, le remontage de ces découvertes, et vous revoyez des archers et des lions. La galerie Dieu-la-Foi est inaugurée en 1886 et à cette occasion, le président de la République décore Jeanne Dieu-la-Foi de la Légion d'honneur et c'est une des premières femmes, une des 30 premières femmes à l'avoir reçue. Alors ni Jeanne ni Marcel ne repartent jamais à Suse, mais à la fin de sa vie, Jeanne fouille encore, elle fouille à Rabat, au Maroc, elle tombe malade et même si elle rentre en France, malheureusement, elle ne peut pas être sauvée et elle meurt en 1916, elle a alors 64 ans. Jeanne, c'est une femme évidemment extrêmement populaire. Elle est en pantalon, elle tient salon, elle a une loge à la Comédie Française. Elle participe à la création du prix Femina, parce que le prix Goncourt ne récompense que les hommes. C'est donc une véritable personnalité. Elle est aussi connue parce qu'elle a fait paraître ses journaux, dans lesquels, alors ces 2 journaux donc, ils sont publiés à la fin des années 1880, ils sont accessibles en ligne sur Internet. Ils regorgent d'anecdotes sur les voyages, sur les fouilles faites par Jeanne et par Marcel. Pour autant, on voit bien que pour Jeanne, d'une certaine façon, elle fait la communication. Celui qui est vraiment l'archéologue sérieux, eh bien, ça reste Marcel Dieu-la-Foi. C'est lui qui est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1895. Et les véritables rapports de fouilles, si on peut dire, eh bien, c'est Marcel qui les publie et il les publie sous son nom seul. L'art antique de la Perse, qui est le rapport sur la mission de 1881, ou l'Acropole de Suse, qui est le rapport sur les fouilles de 84, 85 et 86, sont publiés sous le seul nom de Marcel Dieu-la-Foi. Jeanne n'est mentionnée que dans les notes de bas de page pour citer finalement les passages de ses propres journaux où elle raconte des anecdotes particulièrement intéressantes pour mettre en regard la situation contemporaine et les découvertes archéologiques. La deuxième femme dont je voudrais vous parler, qui a également été mentionnée par Ariane ce matin, c'est Gertrude Bell. Alors Gertrude Bell, c'est une femme complètement différente. C'est une femme de l'aristocratie anglaise. Elle est aristocrate, elle est très riche. Et ça, c'est évidemment, on a aussi évoqué ce matin le milieu d'origine de ces femmes archéologues. Gertrude Bell, c'est une femme donc, qui a reçu une excellente éducation. Elle a été élève, étudiante à l'université d'Oxford. C'est aussi une femme qui a toujours baigné dans un milieu très intellectuel, comme on dirait maintenant, puisque Charles Darwin, par exemple, fréquentait le salon tenu par son grand-père. Donc, vous voyez, c'est une femme qui a toujours été dans un milieu extrêmement favorisé. Elle a les moyens de faire des voyages, de s'adonner à sa passion, et sa première passion, c'est l'alpinisme. Donc, vous voyez, ce n'est pas commun pour une femme non plus. Et puis, comme beaucoup de gens de sa génération, elle a envie d'Orient. Donc, elle se rend en Orient pour la première fois en 1892.
elle se rend en Perse où son oncle est ambassadeur. À la suite de ce premier voyage, elle décide donc de faire d'autres excursions en Orient, mais elle est consciente de ses lacunes, elle est passionnée d'archéologie, elle se rend compte qu'elle n'a pas les connaissances nécessaires pour vraiment visiter les sites comme elle le voudrait. Elle décide donc, à 36 ans, de compléter sa formation, et pour ça, elle se rend à Paris, auprès d'un homme qui est bien connu à Saint-Germain-en-Laye, qui est Salomon Reinhard, qui a été extrêmement généreux avec elle. Il lui a ouvert sa bibliothèque et il l'a aussi incité à publier dans des revues académiques reconnues, comme par exemple la revue archéologique. Alors elle est maintenant forte de ses nouvelles connaissances. Elle repart en 1905 sur le terrain, en Orient, pour visiter des sites archéologiques. Elle en visite énormément, alors des sites connus, des sites absolument inconnus au moment où elle les visite. Elle visite par exemple un site sur l'Oronte qui s'appelle Tel Nebiment. Alors ça vous dit peut-être rien du tout comme ça, n'empêche que c'est le lieu de la bataille de Kadesh qui, en 1274, a vu s'affronter les troupes du grand roi hittite Muwatalli et celles du célébrissime pharaon Ramsès II. Elle mène vraiment énormément de missions, notamment des missions archéologiques. Elle adore le désert et elle fouille elle-même à Al-Uqaydir, une forteresse abbasside. Et on la voit ici faire les relevés, prendre les mesures pour la publication de ces découvertes, publication qui sort en 1914. Alors cette photo date donc de 1909. Tout le fonds de photographie de Gertrude Bell est accessible gratuitement en ligne sur le site de l'université de Newcastle. Et la même année, elle visite 2 chantiers archéologiques qui vont beaucoup la marquer. Le premier, c'est Babylone. Vous me direz, être impressionné par Babylone, c'est normal. C'est vrai, c'est un site exceptionnel. Mais ce qui va beaucoup la marquer, on voit ici la porte d'Ishtar, c'est la méthode de fouille développée par celui qui a la charge de cette mission, qui s'appelle Robert Koldewey et qui est allemand. Et puis, un peu après, elle se rend à Achour, sur le Tigre, au nord. Alors Achour, ça n'est pas un site qui est très connu, et pourtant c'est un site capital, puisque c'est le berceau des Assyriens. Et là, la mission est dirigée par cet homme qui s'appelle Walter André. Et ça, André and the Gazelle, c'est la légende écrite par Gertrude Bell sur la photo. Et ces 2 hommes, Walter André et Robert Koldewey, ils sont architectes de formation. Et ce qui impressionne beaucoup Gertrude Bell, c'est la méthode d'enregistrement des vestiges. On ne cherche plus le trésor, on cherche vraiment à comprendre le bâtiment, le contexte dans lequel les découvertes sont faites. Ça l'impressionne tellement que quand 2 ans plus tard, elle va à Carchemish. Vous voyez, elle a beaucoup circulé, Gertrude Bell. Elle est à Carchemish, indiquée par la flèche. Là, il y a une mission britannique qui fouille, une mission anglaise, et cette mission, elle est dirigée par Monsieur Hogarth. C'est un homme qu'elle connaît bien parce que c'est le frère de sa meilleure amie d'université d'Oxford. Alors Hogarth n'est pas là, on le sait par cette lettre qu'elle envoie à sa belle-mère, mais elle est accueillie par 2 hommes. Le premier, c'est Monsieur Thompson, elle le connaît bien. Et puis un jeune homme, il s'appelle Laurence, et c'est un garçon intéressant. Elle a raison, c'est Laurence d'Arabie. C'est leur première rencontre. Laurence d'Arabie, à cette époque-là, il a 23 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, et c'est pour ça que Gertrude Bell est surtout connue, elle est espionne, pour dire les choses rapidement. Elle intègre le bureau arabe du Foreign Office. Elle est au Caire, elle retrouve Hogarth. Elle retrouve aussi Laurence, et vous avez ici une photo de Gertrude Bell qui est très choquante parce qu'elle fume, et Laurence. Et puis là, elle va vraiment œuvrer au destin vraiment du Proche-Orient. Et vous le voyez sur cette image à gauche, c'est la conférence du Caire de mars 1921. Alors vous reconnaissez peut-être Churchill, ici, Laurence un peu plus loin, et puis une seule et unique femme dans toute cette assemblée très masculine, c'est Gertrude Bell. Gertrude Bell, elle a eu un rôle énorme, notamment dans la création de l'État irakien. C'est elle qui promeut la création de cet État et elle insiste pour qu'à la tête de l'État, il y ait un roi, et ce roi, c'est Faisal Ier. Faisal, il est très reconnaissant à Gertrude Bell de tout ce qu'elle a fait pour lui. Il est aussi très conscient de ses capacités. C'est donc elle qui est chargée de créer le service des Antiquités en 1922, de rédiger la loi sur les Antiquités qui entre en vigueur en 1924. Cette loi sur les Antiquités,
elle reflète bien la personnalité de Gertrude Bell et sa manière dont elle a travaillé. D'abord, elle veut que les permis soient donnés à des gens compétents. Ça lui paraît déterminant. Elle veut aussi que les permis soient donnés à des gens qui ont les moyens financiers de fouiller. Et puis, elle est très attentive à l'enregistrement, et notamment l'enregistrement graphique, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire les relevés, les photos. Elle-même prend énormément de photos. Et puis, elle instaure ce qui va lui être énormément reproché, le partage des antiquités. En fait, le partage des antiquités, ça veut dire qu'une partie des antiquités va aux institutions qui ont financé. Donc ici, c'est la mission de Quiche qui est financée et par les Anglais et par les Américains. Et une partie reste sur place, ce qui en fait est une avancée, puisque les antiquités qui restent sur place, dans le pays d'origine, vont alimenter le musée dont, à la création duquel elle a beaucoup participé. Et d'ailleurs, elle parle de mon musée quand elle parle du musée de l'Irak Museum à Bagdad. Et on voit ici l'inauguration par Faisal Ier de la plaque et du buste en mémoire de Gertrude Bell, puisqu'en effet, Gertrude Bell est morte très peu de temps après l'inauguration de ce musée. Elle est morte en 1926, en juillet, d'une overdose accidentelle de médicaments. Non seulement elle a œuvré à la création du musée, mais elle a légué une très grosse partie de sa fortune au musée d'Irak à Bagdad. Alors ces deux femmes, elles sont extrêmement différentes. Vous avez à droite Gertrude Bell, impeccable, très élégante, très féminine, très so british, on a envie de dire. Et puis en bas, une estampe qui est conservée au Mucem, qui montre Madame Dieulafoy, ici, seule, avec son fusil et son revolver, qui défend vaillamment contre ces voleurs sans foi ni loi qui s'en prennent à une femme. Ce sont des femmes qui sont très différentes et qui pourtant partagent évidemment un certain nombre de traits communs. D'abord, ces deux femmes, ce sont des femmes exceptionnelles, mais qui ont aussi été servies par des circonstances qu'elles ont su exploiter. Gertrude Bell, elle a beaucoup d'argent et elle a un réseau énorme, on l'a vu. Son oncle était ambassadeur en Perse, donc elle arrive, elle est accueillie partout. Alors que Jeanne Dieulafoy, elle, ce qu'elle a su faire, c'est se mettre dans les pas de son mari. On en a parlé aussi ce matin des femmes d'eux. Elle a réussi. Donc chacune des deux a bénéficié de circonstances qui lui ont permis d'aller sur le terrain, mais évidemment leur personnalité leur a permis d'en tirer parti. Alors même si leurs contemporains hommes reconnaissent leurs qualités, et en particulier Walter André, par exemple, le fouilleur d'Achour, il est très impressionné par Gertrude Bell et par son don pour les langues. Il reconnaît volontiers que c'est une très grosse travailleuse, qu'elle résiste bien. Pour une femme, a-t-on envie de préciser, elle résiste bien sur le terrain, mais elles ne sont, ni l'une ni l'autre, jamais vraiment prises au sérieux finalement. Elles restent des amateurs, alors doués, mais des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des collègues. Les femmes de la deuxième génération, celles qui sont nées après 1890, eh bien justement, on va les voir au cours de la présentation de cet après-midi. Alors je vous propose un grand bond en avant. Où est-ce qu'on en est 100 ans après la première mission de Madame Dieulafoy, en 1981. Alors moi aussi, j'ai cherché à avoir des chiffres pour évaluer la situation, mais je n'ai pas de statistiques officielles. Alors j'ai fait des petits sondages dans la documentation. Ça, c'est un article paru en 83 qui recense l'ensemble des missions de terrain en Irak en 80-82. 50 missions de terrain en Irak, c'est absolument colossal. Et vous le voyez, sur ces 50 missions, il y en a 7 qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes. Mais quand on fait vraiment le compte, en fait, il y a 5 femmes. Il y a Jan Jakob-Rost, qui est est-allemande et qui dirige une mission, en co-dirige une autre. Maria Grokulska, qui est polonaise. Et puis, 2 archéologues femmes du State Board of Antiquities and Heritage, donc des archéologues irakiennes, qui dirigent leur mission. Donc Naïda Abdul-Fetta et Amil Matab, qui, elle, dirigent 2 missions. Et puis, une Française, Christine Kepinski. À peu près 10 ans plus tard, la situation en Syrie. En Syrie, donc, dans cet article coordonné par Hervé Weiss, il y a 33 projets archéologiques, donc fouilles et prospection. Et le pays le plus actif en Syrie, c'est la France. Eh bien, sur l'ensemble de ces projets, il y a donc 2 codirections
Tel Mozan, co-dirigé par le couple Buccellati, Tel Brac, co-dirigé par le couple Oates, et puis 3 missions qui sont dirigées par des femmes, dont une mission française, la mission de Ras Shamra Ougarit, dirigée par Marguerite Young. Alors là, j'ai changé d'approche. Je me suis dit, bon, sur les si on prend d'autres sources, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, j'ai choisi donc 2 ouvrages, parus tous les 2 en 2013. Le premier, c'est une collection d'articles sur l'histoire et l'archéologie de la Syrie préclassique. 39 articles, un tiers écrits par des femmes. Mais quand on regarde le volume à droite, qui est un bilan de 100 ans de fouilles en Syrie du Nord-Est, eh bien, il y a 17 missions archéologiques qui sont présentées. 4 sont présentées par des femmes, mais en fait, 3 de ces 4 femmes sont co-directrices avec un homme. Donc, on voit bien à quel point la place des femmes, encore, est mineure. Alors, est-ce que la France, on est particulièrement mauvais, particulièrement en retard? Alors là, j'ai regardé ce volume publié par le ministère des Affaires étrangères, puisque les missions archéologiques à l'étranger ne dépendent pas du ministère de la Culture, mais des Affaires étrangères, donc vraiment de la diplomatie. Et donc, dans cet ouvrage publié en 2005, il y a 34 missions au Proche-Orient, enfin au Proche et Moyen-Orient, dont 9 femmes, donc un peu moins du tiers. Et les tout derniers chiffres, ce sont les chiffres 2023, les chiffres 2024 ne sont pas encore connus, donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme il s'appelle officiellement. Alors je suis désolée, la mise en page a complètement sauté. La sous-commission dont on dépend, c'est la sous-commission Orient ancien. 31 missions dans 7 pays, dont 14 dirigées par des femmes. C'est presque la parité. Et vous remarquez qu'il y a même un pays où il y a plus de femmes que d'hommes chefs de mission, c'est l'Irak. Il y a donc 9 missions en Irak, il y a 5 femmes chefs de mission, mais il y a une précision à apporter, toutes ces femmes travaillent au Kurdistan d'Irak et pas en Irak fédéral. Alors quand on voit ces chiffres, et on en a déjà parlé ce matin, c'est vrai, globalement, c'est mieux. C'est mieux que dans les années 60, c'est mieux que dans les années 80, mais on voit c'est très long. C'est très long et on peut donc se demander pourquoi c'est si long. Alors pourquoi c'est si long? Eh bien déjà, il y a les raisons liées à la situation de la France, la situation du monde académique, qui est très masculin pendant très longtemps, la situation aussi de la place des femmes en général. Aller sur le terrain, c'est mal vu, et puis surtout, on s'éloigne de sa famille, ce qui n'est pas bien vu non plus. Mais il y a aussi des raisons qui tiennent à la particularité du terrain proche-oriental, avec un certain nombre d'idées qui peuvent être un peu des idées reçues. La première idée, c'est que des hommes orientaux, pour aller vite, n'accepteront jamais l'autorité d'une femme chef de mission. Et ça, on l'entend encore très souvent. L'autre idée qu'on entend beaucoup, c'est que globalement, les gens sur place sont hostiles aux femmes occidentales qui ne se comportent pas bien. Et c'est même plus grave d'une certaine façon, puisque beaucoup de personnes pensent qu'en fait, les femmes occidentales sont en danger physiquement dans les pays du Proche-Orient, parce que traditionnellement, l'espace public au Proche-Orient, c'est un espace masculin. Et j'ai été très frappée en 2015, quand j'ai accueilli donc, à Kounaras, le site dont je dirige la fouille, un groupe d'expatriées françaises. Il y avait donc tout un groupe, et au milieu, il y avait une jeune femme, une vingtaine d'années, et qui était extrêmement mal à l'aise. Alors, elle bougeait tout le temps, elle regardait partout. Et à la fin, n'y tenant plus, elle a fini par me dire « Mais vous n'avez pas peur toute seule avec vos ouvriers ?» Et on voit bien que pour elle, le terrain, être seule avec un homme en Orient, c'était dangereux. L'autre difficulté, on l'a évoqué aussi ce matin, c'est vrai sur tous les terrains de fouille, mais c'est encore plus vrai avec l'éloignement, c'est la mixité des lieux d'habitation. Cette mixité des lieux d'habitation, elle a posé problème pendant très longtemps. Alors, par exemple, Jean-Louis Huot, qui a dirigé la mission de l'ARSA à partir de 1974, il n'a accepté les femmes sur la mission qu'en 1984. Et la première, c'est Christine Kepinski, encore elle, qui a été aussi la première femme pensionnaire scientifique de la délégation archéologique française en Irak. C'était en 1980, donc dans les débuts des années 80. Et puis la mixité, c'est aussi un problème pour nos hôtes, pour les pays hôtes. Toujours au Kurdistan, quand on a commencé la mission,
En 2012, c'était très difficile de trouver des propriétaires kurdes qui acceptaient de louer à une mission archéologique, parce que dans une mission archéologique, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas de la même famille et qui vivent sous le même toit. Et pour eux, c'est très choquant. L'autre difficulté, enfin une autre des difficultés, on pourra en reparler bien sûr, c'est la situation locale des femmes. Alors la Syrie et l'Irak, qui sont les pays que je connais le mieux, ce sont des pays laïques, ce sont des pays où les petites filles vont à l'école et où elles peuvent accéder aux études supérieures. Mais ce que l'on voit, c'est qu'elles sont, et on en a beaucoup parlé ce matin aussi, en général cantonnées aux emplois subalternes, aux tâches les plus basses, et puis surtout, elles redoutent d'aller sur le terrain. Et si elles redoutent d'aller sur le terrain, c'est aussi à cause de ce problème de la mixité. Elles redoutent de se retrouver seules avec un homme occidental. Alors même si elles ont, elles, personnellement, une confiance totale dans leurs collègues, parce que tout le monde appartient à la même mission archéologique, elles ont très peur du regard de leurs proches, de leur famille, quand elles rentrent chez elles. Potentiellement, elles ont été seules à un moment avec un homme occidental. Et ça, c'est très mal vu. Et puis, certaines ont peur des ouvriers. Parce qu'en Orient, ça a été dit ce matin, on travaille avec des ouvriers que vous voyez ici en fond d'écran. Ce sont tous des hommes. Alors, Jeanne Dieulafoy, elle a fouillé avec 300 ouvriers. Nous, maintenant, on n'a plus du tout les moyens. Mais il y a des ouvriers. Et pour certaines, c'est très angoissant d'être seule avec des ouvriers. Et pour les ouvriers, c'est troublant aussi d'être avec des femmes, et en particulier des femmes occidentales. C'est le cas, par exemple, au Kurdistan. Le Kurdistan, il y a très peu d'occidentaux, et il y a encore moins d'occidentales. Donc, ils ne sont pas du tout habitués. Et je me suis aperçue que la première année, en 2012, les ouvriers avec lesquels j'ai fouillé 4 semaines sur le terrain, donc c'est assez long, 4 semaines, et puis c'est 6 jours par semaine, eh bien, en fait, ils ne savaient pas comment m'appeler. Ils ne savaient pas comment on s'adressait à une femme occidentale. Donc, quand ils avaient quelque chose à me dire, ils se mettaient dans mon champ de vision pour ne pas avoir à m'appeler. Et le chauffeur, il m'a appelé Mister Aline pendant une campagne complète parce qu'en fait, ils ne savent pas, comment on s'adresse à une femme occidentale. Ceci dit, être une femme, ça a aussi des avantages. D'abord, on accède, nous, au monde des femmes, ce qui est impensable pour les hommes. Nos collègues masculins, eux, ils restent à la porte, mais nous, on peut aller et chez les hommes et chez les femmes, et du coup, on voit des choses que eux, nos collègues masculins, ne voient jamais. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent, être une femme et avoir comme interlocuteur les chefs des antiquités, eh bien, c'est presque un atout, parce qu'avec les femmes, la femme occidentale étant une catégorie un peu à part et un peu bizarre, il y a beaucoup moins de rapports de force. Et là, en en parlant avec mes collègues féminines, mais aussi avec des collègues masculins, où finalement, il y a des choses que moi, j'arrive à faire, alors que mes collègues masculins, jamais ils ont réussi à négocier le prix des ouvriers. Moi, j'ai fait un peu pitié. Finalement, j'ai eu des ristournes sur le prix des ouvriers. Donc, il n'y a vraiment pas que des inconvénients à être une femme sur le terrain. Alors, pour revenir à la demande originale, quel est l'apport des femmes pionnières à l'archéologie? Alors, c'est un apport majeur, un apport dans les connaissances, un apport aussi dans la méthode. On le voit très tôt avec l'enregistrement, notamment l'enregistrement photographique. Jeanne Dieulafoy, elle fait beaucoup de photos, Gertrude Bell aussi. Mais ce qui est clair, c'est que ce travail a été complètement invisibilisé. On ne le voit pas, on ne voit pas leur contribution à l'archéologie. Elle est passée complètement inaperçue. Et puis, d'ailleurs, Jeanne Dieulafoy, elle le dit, elle est le collaborateur de son mari, parce qu'un collaborateur féminin aurait été une nuisance. Donc, elle se place aussi elle-même en rapport de hiérarchique avec son mari. Et qu'est-ce que ces femmes, Jeanne Dieulafoy ou Gertrude Bell, ont apporté aux femmes? Alors là, ça a été un peu ma surprise, parce qu'en lisant beaucoup de choses pour préparer cette journée, je me suis aperçue que les spécialistes considèrent qu'elles n'ont pas apporté grand-chose. Pourquoi? Parce que Jeanne Dieulafoy, elle ne veut pas remettre en cause la répartition traditionnelle homme-femme, elle veut accéder au monde des hommes et bénéficier des privilèges qu'ils ont. Elle se voit comme une exception. Elle n'a pas du tout envie de partager avec les femmes. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut être prise comme un homme. Alors que Gertrude Bell, c'est encore différent. Gertrude Bell, elle a souvent été horrifiée par les conditions des femmes qu'elle a rencontrées. Elle l'a dit, puisqu'elle aussi, elle a accès au monde des femmes. Mais ce qui lui a beaucoup nui à Gertrude Bell, c'est qu'elle a milité contre le droit des femmes en Angleterre, à une époque un peu à contre-courant. Et c'est vrai qu'elle est d'une famille très riche, elle a beaucoup d'argent. En fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle veut fouiller, elle fouille, elle veut faire de l'alpinisme. Elle fait de l'alpinisme.
Elle a l'argent, elle a les moyens, elle a le réseau, elle pèse même sur le destin de son pays. Tout ce qu'elle a fait au Proche-Orient pendant la Première Guerre mondiale, avec la création de l'Irak, etc., elle n'avait pas le droit de vote, n'empêche qu'elle elle a fait ce qu'elle voulait. Et du coup, elle n'en a pas besoin du droit de vote, contrairement aux autres. Voilà. Et l'impression des collègues qui ont travaillé dessus, c'est que finalement, chez Gertrude Bell, il y a un réflexe de classe. Il ne faut pas donner le vote à des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas les moyens de peser de manière éclairée sur les destinées du pays. Il faut laisser ça aux gens qui savent. C'est bien connu, et les femmes ne savent pas, c'est encore quelque chose qui est bien connu. Aujourd'hui, on l'a dit, la profession est de plus en plus féminisée, de plus en plus professionnalisée. Et en parlant avec une de mes collègues pour préparer cette journée, elle m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que la féminisation, maintenant, s'accompagne aussi d'une forme de précarisation de l'archéologie? Et c'est donc sur cette réflexion que j'arrête cette présentation, et je vous remercie de votre attention.